Yo tout le monde, comment est-ce que vous allez? Welcome back to my channel. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je suis super contente de faire, dont je vous avais parlé sur mon Instagram et dans ma dernière vidéo YouTube de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui on va parler de la psychanalyse des contes de fées. On va commencer avec La Belle au bois dormant. Cette vidéo va être coupée en 4 parties et je vais essayer d'être la plus concise possible pour pas que la vidéo dure trop longtemps parce qu'on parle quand même de psychanalyse. Du coup voilà, on commence tout de suite. Dans cette première partie, je vais vous expliquer ce qu'est La Belle au bois dormant, vous raconter l'histoire selon les contes de fées de Perrault et selon les Disney. Alors oui, je vais utiliser les deux pour vous parler de la psychanalyse des contes de fées parce qu'il y a des éléments que j'ai récupérés dans les contes de Perrault et des éléments que j'ai récupérés dans les Disney qui me semblaient importants aussi à revoir. Alors, je tiens à faire aussi un petit disclaimer, je ne parlerai pas des contes de Grimm. Je sais qu'énormément de personnes parlent des contes de Grimm quand ils parlent de psychanalyse des contes de fées. C'est pas une bonne chose à faire, tout simplement parce que les contes de Grimm sont des réadaptations des contes de Perrault. Pour ce qui est de Perrault, il a écrit le conte en 1697 si je dis pas de bêtises et la réadaptation de Disney est sortie dans les années 1900 je sais plus combien, très honnêtement je m'en souviens pas. Pour ce qui est des contes de Grimm, je crois que c'est sorti 1 siècle ou 2 siècles après les contes de Perrault, du coup j'en parlerai absolument pas. J'ai vu énormément de choses sur les contes de Grimm qui sont sortis, sur le fait que Aurore se fasse V, 3 petits points, j'ai pas non plus envie que la vidéo se fasse voilà, donc je dirais pas le mot en V, mais en tout cas voilà, dans les contes de Grimm on parle souvent de ça, alors que dans les contes de Perrault c'est absolument pas de ça dont on parle. Du coup je vais revenir que sur les contes de Perrault et pas sur les contes de Grimm. Alors La Belle au bois dormant, ça raconte l'histoire de une reine et un roi qui ont une petite fille qu'ils appellent Aurore, et pour la naissance d'Aurore ils vont faire une genre de fête de naissance où ils vont inviter tout le royaume et des fées qui vont venir faire un vœu pour la vie future de Aurore. Dans les contes de Perrault on a 7 fées qui sont présentes durant la fête de naissance, alors que dans les Disney on en a que 3. Je pense que c'est parce que Walt Disney a voulu raccourcir ça parce que sinon ça prenait trop de temps pour le Disney et c'était pas forcément nécessaire. Du coup voilà, c'est juste une petite différence entre les deux. Et du coup pendant la fête, les fées vont venir tour à tour faire un vœu pour Aurore. Donc elle va avoir des vœux qui vont lui donner la beauté, d'autres qui vont lui donner une belle voix, d'autres qui vont lui donner une belle peau, enfin voilà. Il y a une autre fée qui fait le vœu pour qu'Aurore danse bien, enfin bref. D'ailleurs si vous le remarquez bien, aucune des fées n'a eu l'intelligence de donner comme vœu à Aurore l'intelligence. Mais bon, on va dire qu'à cette époque-là, la place de la femme, c'était pas non plus un truc de fou, hein. Il n'y avait pas le féminisme à cette époque-là. Du coup, ils ont zappé la partie sur l'intelligence d'Aurore, hein. Elle est un petit peu gneignette, comme d'ailleurs toutes les princesses dans les contes de fées. Mais on va dire que c'est pas grave. Et du coup, pendant la fête de naissance, il y a Maléfique, qui est en réalité dans les contes de Perrault une fée lambda, qui est une mauvaise fée dont le royaume n'entend plus parler depuis une 50aine d'années et qu'il pensait qu'elle était morte, fait son apparition hyper vénère en disant « Ouais, vous m'avez pas invité, je suis tarpin vexé, c'est quoi ce délire ?» Enfin bref, bla bla bla. Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas avoir eu d'invitation. Du coup, Maléfique, dans les Disney et la mauvaise fée dans les contes de Perrault, jette un mauvais sort à Aurore en disant qu'à l'aube de ses 16 ans, qu'elle allait se piquer le doigt d'un fuseau et du coup qu'elle allait mourir. Et en fait, l'une des fées qui n'a pas encore fait son vœu arrive à la rescousse et du coup contre le mauvais sort en disant qu'elle ne mourrait pas mais qu'elle dormirait pendant 100 ans. 100 ans, pourquoi? On sait pas trop. Enfin, si, en fait, on le sait, mais on verra ça dans la partie psychanalyse d'après. Après la fête, le roi décide de cacher tous les fuseaux, de faire disparaître tous les fuseaux du royaume pour éviter ce mauvais sort. Dans la version de Disney, le roi, il décide de faire dégager Aurore du palais et de la cacher dans un endroit où Maléfique ne pourrait pas la retrouver, alors que dans les contes de Perrault, Aurore reste vivre au palais. Je pense d'ailleurs que c'est Walt Disney un peu qui a vraiment mais vraiment un problème avec les parents et avec le fait que tous les Disney, il y a une histoire de parents qui disparaissent ou qui meurent. Voilà, c'est... Il aime trop jouer sur les enfants orphelins dans les Disney, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas dans les contes de Perrault, elle ne part pas du palais, elle reste au château, elle vit sa vie de princesse, mais juste le roi a décidé de dégager tous les fuseaux du château et du royaume. Sauf que un beau jour, à l'aube de ses 16 ans, Aurore tombe sur un fuseau. Alors, dans les Disney, c'est Maléfique qui fait apparaître le fuseau pour qu'elle se pique, alors que dans les contes de Perrault, c'est juste une vieille dans le château qui a pas entendu qu'il fallait enlever tous les fuseaux et qui en avait gardé un. La cohérence,
on sait pas trop. Elle finit par se piquer le doigt, elle s'endort, nanana, voilà, vous connaissez l'histoire. Les fées décident de faire dormir tout le château et tout le royaume pour pas que Aurore se retrouve à se lever toute seule dans 100 ans. Et surtout qu'elle ait du coup ses servantes qui lui fassent à bouffer et qui l'habillent quand elle se réveillera. Voilà. Il y a un prince qui débarque 100 ans plus tard, qui essaie de la sauver. Dans les contes de Perrault, c'est un prince en fait qui apprend l'histoire d'une princesse très très belle qui est endormie dans un château et qui veut aller la sauver et du coup qui traverse la forêt pour aller la sauver. Pour ce prince en fait quand il arrive devant le château, il y a une grande forêt qui apparaît devant lui. Contrairement au Disney, la forêt le laisse passer pour aller sauver Aurore. Alors que dans les Disney, il doit se débattre contre la forêt et ensuite se battre contre Maléfique avant d'atteindre Aurore et de pouvoir la sauver en la réveillant. Autre chose qui est assez marrant, c'est que dans les contes de Perrault, on parle pas de bisous. Voilà, il n'y a pas de bisous magiques qui réveillent la princesse. C'est juste le prince, il arrive, il se pose devant Aurore et elle se réveille comme par magie. Alors que dans les Disney, il y a le côté un peu romantique de l'époque et du coup, il y a le bisou forcément. Pour le Disney, du coup, l'histoire s'arrête à il sauve la princesse, il se marie, il vécut heureux et ils ont beaucoup d'enfants. Mais dans la version de Perrault, l'histoire ne se termine pas là. Ce qui se passe après le réveil d'Aurore, c'est que Aurore et le prince se marient, ils ont 2 jumeaux, une fille et un garçon. Et en fait, le prince décide de cacher sa relation et son mariage à ses parents. Donc il retourne dans son village et feint le fait qu'il s'est perdu pendant qu'il chassait. Donc son père, ok, pas de souci, mais sa mère, elle a des petits soupçons et elle se dit que c'est pas normal. Et en fait, on le voit pendant 2 ans faire des allers-retours, ne pas rentrer au palais familial pendant plusieurs jours. Et la mère se commence à se poser des questions. Un jour, son père meurt et du coup, il décide, en tant que nouveau roi, de officialiser... mon dieu, je me suis cru que c'était au 21e siècle l'histoire. Il décide donc d'annoncer à tout le monde au château, au royaume, à sa mère qu'il s'est marié avec Aurore et qu'il a eu 2 enfants avec elle. Et du coup, il ramène Aurore dans son palais. Et là, l'histoire se corse un peu. Pour le coup, Disney, ils se sont dit déjà un méchant, c'est bien. Dans les contes de Perrault, il y en avait plusieurs des méchants. En fait, la mère du prince est une ogresse. Donc en gros, elle bouffe des humains quoi, si c'est pas très clair. Et en fait, elle décide, pendant que le roi, donc le nouveau roi, le prince quoi, s'en va en chasse ou en guerre, je sais plus, je crois qu'il part en guerre. Elle décide en fait de bouffer Aurore et les 2 petits. Voilà, elle a faim, elle a envie de les bouffer. Du coup, elle demande au cuisinier de lui rapporter les 2 jumeaux et Aurore à bouffer. Donc lui, il fait un peu l'histoire, il va chercher des animaux qui pourraient ressembler aux petits et à Aurore, il lui fait bouffer, ça passe crème. Sauf qu'un jour, elle passe devant une porte et elle se rend compte qu'en fait, Aurore et les petits ne sont pas morts. Elle décide en fait de les mettre dans une grande marmite remplie de serpents, de grenouilles, enfin bref, plein d'animaux chelous, je sais même plus, et de faire bouillir en gros Aurore et les petits dedans pour les bouffer. Sauf que au même moment, le prince arrive, il l'arrête, elle finit par mourir et ben voilà, tout le monde vit heureux. Le prince, même s'il a perdu sa mère, il a l'amour de sa femme. Et voilà, donc c'est pas vraiment une histoire qui se finit bien dans le conte original. Disney a décidé de s'arrêter en plein milieu de l'histoire en disant fuck off, on va arrêter là, ça sera mieux. Et bah du coup voilà, c'était pas du tout ça l'histoire de base. Bref, je vais passer maintenant à la deuxième partie. Et la deuxième partie de la vidéo concerne les personnages du conte et leur symbolique. Du coup, pour commencer, je vais prendre le personnage de Maléfique. Moi, Maléfique, ou la mauvaise fée dans les contes de Perrault, est en quelque sorte la représentation de Mère Nature. Dame Nature ? Pas maintenant. Je t'apporte ton cadeau mensuel, chérie, tes règles. Tu ferais mieux d'arrêter de danser. Dans le sens où elle jette le sort à Aurore, qui en fait pour moi ce sort est une manière de dire que Aurore, quand elle va se piquer et saigner, en fait elle aura juste ses règles, ses menstruations. Donc voilà, pour moi Maléfique représente vraiment Mère Nature et le fait qu'Aurore va passer de la jeune fille à une jeune femme et du coup laisser mourir son corps de petite fille pour laisser place à son corps de jeune adulte. Ensuite, pour ce qui est des fées, donc qui sont 3 dans les Disney et 7 dans les contes, très honnêtement, me demandez pas pourquoi ces chiffres-là. Je sais que le chiffre 7 est un chiffre très très utilisé au cinéma, mais en tout cas pour le 3, aucune idée. Pour moi, les fées sont la représentation du déni et du rejet du passage à l'âge adulte d'Aurore. Elles font en sorte de contrer le sort et d'endormir Aurore pour ne pas qu'elle ait ce passage du coup à sa vie d'adulte et qu'elle découvre son corps, les menstruations et du coup sa sexualité. Ensuite, le père d'Aurore, pour le coup, lui représente pour moi l'autorité. Ce qui est un peu normal, voilà, c'est le père de famille, ça a une certaine autorité sur ses enfants, donc voilà, pour moi ça représente l'autorité, mais c'est surtout le fait de vouloir garder sa petite fille petite très longtemps.
et du coup il fait en sorte de cacher tous les fuseaux pour éviter qu'Aurore n'ait à se blesser ou à avoir ses règles et à grandir et peut-être partir loin de lui. C'est d'ailleurs un peu une forme d'emprisonnement psychologique à la vie d'adulte que Aurore pourrait avoir. Ensuite, je reviens rapidement à Maléfique, mais Maléfique sous forme de dragon. Donc là, pour le coup, ça concerne que les Disney et pas les contes de Perrault, parce que dans les contes de Perrault, la mauvaise fée, on la voit au début et c'est tout. Il n'y a pas d'histoire avec Maléfique dedans, c'est vraiment Disney qui a repris cette méchante. Maléfique en dragon représente l'éveil de la sexualité d'Aurore, tout simplement parce que Maléfique en dragon apparaît quand le prince vient sauver Aurore, et donc la réveiller. Je vous ai parlé du coup de la mère et du père du prince qui vient sauver Aurore, mais je n'en parlerai pas dans cette partie de leur symbolique à eux, simplement parce qu'il y a une partie dédiée à la suite des contes de Perrault. Donc dans cette troisième partie, je vais vous expliquer pourquoi Aurore dort pendant 100 ans et pourquoi tous les princes qui essaient de la sauver meurent jusqu'à ce qu'un prince arrive à la sauver. Aurore, en fait, elle se retrouve à être endormie parce qu'elle met une petite pause sur son éveil sexuel à cause de son père qui ne veut pas qu'elle grandisse et qui fait en sorte qu'elle n'y arrive jamais. Pour le coup, la forêt, elle, représente le fait qu'Aurore n'est tout simplement pas prête à perdre sa virginité et c'est un peu une barrière magique qui la protège en attendant d'être sûre d'elle et d'être sûre de vouloir franchir le pas. Et du coup, de protéger en quelque sorte sa fleur et donc sa virginité. On s'en rend d'ailleurs compte dans les contes de Perrault, contrairement au Disney, quand plusieurs princes essaient de la sauver et du coup de traverser cette forêt mais qu'ils n'y arrivent pas, et que quand le dernier prince arrive, la forêt le laisse passer, tout simplement en fait, sans qu'il ait besoin de se battre contre la forêt le laisse passer. Et du coup pour moi c'est réellement la symbolique comme quoi Aurore et le prince également sont enfin prêts à passer cette étape de leur vie. D'ailleurs on peut dire exactement la même chose vis-à-vis des princes et pas que de Aurore, dans le sens où à chaque fois qu'un prince essaye de pénétrer la forêt, petit jeu de mots, à chaque fois qu'un prince essaie de pénétrer la forêt, et ben en fait il meurt. Tout simplement parce que eux non plus ne sont juste pas prêts à perdre leur virginité et à passer ce cap dans leur vie de jeune adolescent adulte. Faut aussi se rendre compte de l'époque à laquelle on fait référence, on parle quand même du XVIIe siècle. À l'époque, les filles, dès qu'elles avaient leur menstruation et qui étaient du coup en âge de procréer, étaient très rapidement mariées, et c'est pour ça d'ailleurs que en général dans ces contes, il y a directement un mariage à la fin à chaque fois, même si les princesses sont très très jeunes. Voilà, faut aussi se rendre compte de la période dans laquelle on est à ce moment-là de l'histoire. Et du coup, le fait que Aurore doive dormir pendant 100 ans, c'est un peu une façon de dire que il faut réellement attendre et prendre son temps quant à la perte de sa virginité. Je le prends vraiment comme ça, dans le sens où le prince doit attendre très longtemps avant d'arriver à la princesse. Comme je vous disais aussi, il faut aussi prendre la période en compte. Bon les amis, j'ai dû recharger la caméra, donc si la lumière a changé ou que mon emplacement a un petit peu bougé, c'est normal. Mais en tout cas, on va passer à la quatrième et dernière partie de cette vidéo. Le Disney se termine avec le fait que Aurore et le prince se marient, comme je vous le disais, alors que dans le conte de Perrault, pas du tout. Je vous ai raconté au début la suite des contes de Perrault, mais je vais y revenir rapidement pour vous donner mon point de vue et vous faire la psychanalyse de cette partie-là. Donc, en comparaison avec les Disney, le conte de Perrault accueille un nouveau protagoniste, un nouveau méchant dans l'histoire, qui n'est autre que la mère du prince. Qui d'ailleurs m'a fait beaucoup penser au deuxième film sur Maléfique, où on voit la mère du prince complètement... Du coup je pense que Disney a voulu reprendre un peu la suite de Perrault pour ça et j'ai trouvé ça super cool à voir pour le coup. Enfin bref, je reviens à ce que je disais. Donc on en vient à parler de ce dernier protagoniste qui est la mère du prince. Et pour le coup là l'histoire prend une autre tournure beaucoup moins féerique et beaucoup plus glauque. En effet, comme j'ai pu vous le dire à la fin de la première partie, la mère du prince est une ogresse, donc une cannibale si on peut dire ça comme ça. Elle mange des humains. Et en fait pendant l'histoire, donc comme je vous disais, elle demande au cuisinier de lui préparer les deux jumeaux et ensuite Aurore pour pouvoir la manger. Et en fait ce qu'on doit voir là, c'est le simple fait qu'en fait la mère du prince n'accepte pas la relation qu'il a avec la princesse. En quelque sorte elle accepte pas le fait d'avoir une nouvelle personne dans sa vie, d'avoir de la concurrence entre guillemets. On peut d'ailleurs voir là un petit peu un complexe d'Oedipe. La mère du prince n'accepte pas sa relation avec Aurore et en fait elle ne veut pas d'elle. Évidemment il ne faut pas réellement voir un désir de manger des enfants et Aurore dans cette partie-là, mais plus une sorte d'agressivité orale envers Aurore et les enfants. Et du coup, le seul moyen pour le prince d'arrêter ce complexe d'Oedipe et cette relation entre lui et sa mère pour pouvoir avoir une bonne relation avec Aurore et ses enfants, c'est de faire tuer la mère parce que voilà, dans les contes, elle meurt. Évidemment, dans la réalité, c'est pas ça qui se passe, il va pas aller réellement tuer sa mère, mais il va en quelque sorte tuer ce lien qu'il a avec sa mère pour avoir un nouveau lien avec sa femme et du coup laisser un petit peu de côté sa mère et celle-ci ne l'accepte pas vraiment et c'est pour ça donc qu'elle meurt dans les contes et on peut voir ça comme une sorte d'abandon du fils envers sa mère, même si c'est pas
vraiment un abandon, juste qu'il a besoin de vivre sa vie quoi, voilà c'est comme ça. En tout cas voilà, j'espère que ma petite analyse très rapide vous a plu. Je suis pas du tout rentrée à fond dans le sujet, d'ailleurs c'est ce que je fais en général à chaque fois dans les vidéos, je ne rentre jamais pleinement dans un sujet. J'ai un problème avec le fait de bâcler les choses. D'ailleurs pour ça que je pense que je ne suis pas quelqu'un de scolaire. Enfin bref, voilà, je vous ai donné mon point de vue, je vous ai donné un peu ce qui tournait vis-à-vis des psychanalystes sur ce compte-là. Dites-moi quel compte vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo sur cette série de vidéos. Ce sera pas pour la semaine prochaine, mais en tout cas, je la ferai d'ici quelques temps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura appris certaines choses, peut-être, même si je suis allée assez vite dans mes propos et que je suis pas totalement rentrée dans le vif du sujet. Mais voilà, maintenant vous me connaissez, vous savez que je suis pas du genre à passer 6 heures sur une vidéo, mais que j'aime bien être concise, rapide et claire. Comme d'habitude, venez me suivre sur Instagram, abonnez-vous, je sais jamais où il est le petit... il est soit là, mais voilà, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez un petit like, partagez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!